en résumé, va être écrite sous cette forme-là: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Alors c'est pas fini, puisqu'en fait, on va parler maintenant d'orbitales, ce qu'on appelle des orbitales atomiques, puisqu'en vérité, chaque sous-couche est elle-même constituée de une ou plusieurs orbitales atomiques. Donc si on regarde le cas du sodium, et par exemple la sous-couche 2p, il faut savoir qu'un électron de type 2p peut être décrit par trois états différents. Chacun de ces états, c'est ce qu'on appelle l'orbital atomique, et donc il peut y avoir en tout trois orbitales atomiques. Donc un électron de 2p peut être décrit par l'une ou l'autre de ces trois orbitales atomiques. Et là aussi, il y a une systématique, à savoir que si je reprends le tableau précédent, on a vu que dorénavant, on abandonne la nomenclature KLMN. On va repérer chaque numéro de couche par le nombre quantique principal petit n. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Là, on s'est arrêté à 4. Le nombre maximum d'électrons qu'on peut mettre par couche, c'est 2n au carré. Et ce 2n au carré vaut respectivement 2, 8, 18, 32. Ces 2, 8, 18, 32 électrons se répartissent dans des sous-couches qu'on a appelées 1s, puisqu'il n'y en a qu'une pour le n égale 1. Pour n égale 2, c'est 2s2p, n égale 3, 3s, 3p, 3d, n égale 4, 4s, 4p, 4d, 4f. Le nombre d'électrons par sous-couche, dans des sous-couches de type S, on met toujours 2 électrons, 2 électrons, 2, 2 électrons. Dans les sous-couches de type P, on peut mettre au maximum 6 électrons ici, et c'est toujours le même nombre. Quel que soit le numéro de la couche, si la sous-couche est de type D, elle peut accueillir au maximum 6 électrons. Sous-couche de type D, c'est au maximum 10 électrons. Et enfin, sous-couche de type F, c'est au maximum 14 électrons. La notion d'orbital atomique. Là aussi, donc, il y a une systématique. Une sous-couche de type S est constituée d'une seule orbitale atomique. Donc on va retrouver ça, que ce soit pour la 1s, la 2s, la 3s ou la 4s. Les sous-couches de type P sont toujours constituées de 3 orbitales atomiques. On va le retrouver pour la 2p, la 3p, la 4p. Une sous-couche de type D est toujours constituée de 5 orbitales atomiques. On va retrouver ça pour la 3D aussi bien que la 4D. Et il reste la 4F, une sous-couche de type 4F est toujours constituée de 7 orbitales atomiques. Il y a une systématique. On va parler maintenant de l'énergie des orbitales, ou de l'énergie des couches et de l'énergie des sous-couches. On va à nouveau s'appuyer sur l'exemple de l'atome de sodium. Mais d'abord, regardons le modèle planétaire. Le modèle planétaire ne contient aucune information sur l'énergie. Le modèle planétaire ici donne une information sur la distance entre l'électron et le noyau. Un électron qui appartient à une couche ou une sous-couche et le noyau. Le noyau qui est ici au milieu, je vous le rappelle. Donc ça donne juste une information sur la distance typique moyenne entre un électron et un noyau. Le schéma à droite est ce qu'on appelle un diagramme d'orbital atomique. Donc ici on va retrouver des choses qu'on a déjà évoquées dans la diapo précédente. Donc ça c'est un diagramme énergétique d'orbital atomique. Il y a un ordre énergétique qui correspond à peu près à la distance électron-noyau. Je dis à peu près parce que dans la réalité, ça n'est pas toujours aussi simple, surtout lorsque les électrons occupent des couches de plus en plus éloignées du noyau. Mais au moins pour la première,
Ça respecte assez bien cette hiérarchie. Donc on a d'abord la sous-couche, donc ici, la couche pardon, n égale 1, qui contient une seule sous-couche, elle-même constituée de une orbitale atomique, qui est l'orbitale atomique 1s. Ensuite, on a mis des pointillés ici parce que généralement il y a une forte différence d'énergie entre la couche 1 et la couche 2. Donc ici on a la couche n égale 2 qui est constituée de la sous-couche, de deux sous-couches. Ici on a deux sous-couches, la sous-couche 2s et la sous-couche 2p, et on a dit dans le tableau précédent que la sous-couche 2s est faite d'une orbitale atomique et que la sous-couche 2p est faite de 3 orbitales atomiques. Et ces 3 orbitales atomiques 2p, elles ont la même énergie. On appelle ça des orbitales atomiques dégénérées. Donc dégénérées, ça veut dire même énergie. Et ensuite, il y a la couche n égale 3, ici, alors qui normalement est constituée de 3 sous-couches, mais dans le cas du sodium, on a déjà commenté que seule la première des sous-couches est occupée par le 11e électron, c'est la sous-couche la plus stable, c'est la sous-couche de type S, et la sous-couche de type S est constituée d'une seule orbitale atomique. Les électrons. On va retrouver le fait qu'on peut mettre 2 électrons dans la 1s, 8 électrons dans la couche 2, et ensuite là on va mettre qu'un seul électron dans la couche 3. Donc ça vient d'où? Ça vient de ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Le principe d'exclusion de Pauli, il en existe plusieurs formulations, mais l'une d'entre elles précise qu'une orbitale atomique ne peut pas accueillir plus de 2 électrons. Pour l'instant, je vais représenter les électrons par des petits points rouges comme sur le schéma planétaire. Donc ça veut donc dire que l'orbitale 1s ne peut pas accueillir plus de 2 électrons. Je mets 2 points rouges. La 2s peut accueillir 2 électrons. La 2p, puisqu'elle est constituée de 3 orbitales atomiques, on va pouvoir mettre 2 électrons par orbitale atomique, ce qui fait au maximum, donc ici on a mis 2 électrons, et ici on a donc mis 6 électrons. J'en suis donc à 10 électrons, et la 3s accueille le 11e et dernier électron du sodium. Donc je retrouve bien ici qu'il y a en tout 2 électrons dans la couche n égale 1, 8 électrons dans la couche n égale 2, et là on a mis 1 électron dans la couche n égale 3, puisque le sodium n'a pas plus de 11 électrons. Si vous consultez n'importe quel cours de niveau universitaire ou n'importe quel bouquin d'enseignement qui présente la structure atomique des atomes ou des molécules, la structure électronique des atomes ou des molécules, on vous parlera très rapidement du spin des électrons, et le plus souvent, on représentera un électron non pas par un point, mais par une flèche, soit orientée vers le haut, soit orientée vers le bas. Et on parlera de spin alpha ou de spin bêta. Alors ça vient d'où? D'abord, un petit rappel. Vous avez sûrement vu au cours de vos études que si on fait circuler, si on considère ici une bobine de fil de cuivre, je considère ici ce petit schéma, si on considère une bobine de fil de cuivre torsadée et que l'on fait circuler un courant électrique, donc je vous rappelle que lors de la circulation du courant électrique, en fait, il y a circulation d'électrons le long du fil, il se crée un champ magnétique. Donc une bobine de cuivre dans laquelle circule un courant électrique crée un champ magnétique. Eh bien, il se passe la même chose avec un électron individuel, puisque là c'est un flux d'électrons, mais il va se passer exactement la même chose avec un électron individuel, puisque l'électron est une particule chargée. Alors c'est infinitésimal comme charge. À l'échelle d'un électron, la charge de l'électron c'est de l'ordre de moins 1,6 10-19 coulombs. Et le modèle qu'on associe,
c'est le modèle de l'électron qui tourne sur lui-même. Donc spin, c'est tourner, hein, c'est le mot anglais pour tourner, pour désigner une forme de rotation. C'est la toupie en fait, c'est le modèle de la toupie. Et donc il y a deux possibilités, et uniquement deux possibilités pour l'électron. L'électron peut soit tourner dans un sens comme ici, et s'il tourne dans un sens comme c'est sur lui-même, comme c'est une particule chargée, il crée un dipôle magnétique orienté dans ce sens. Et en revanche, s'il tourne dans le sens contraire, par rapport au sens précédent, et c'est l'autre et unique mode de rotation que peut adopter l'électron, eh bien il va se créer un moment magnétique orienté dans le sens contraire. D'où ici ces flèches, les flèches sur lesquelles j'insiste ici, ces deux flèches-là correspondent aux deux flèches que j'ai dessinées ici. Donc c'est un modèle, la réalité est plus complexe que ça. Mais dans ce modèle de l'électron tournant, il ne peut adopter que deux sens de rotation. Donc c'est le modèle d'un électron qui tourne sur lui-même. Il ne peut adopter que deux sens de rotation. Un sens de rotation qui crée un moment magnétique orienté vers le haut. Un sens de rotation qui crée un moment magnétique orienté vers le bas. Et c'est ce qu'on appelle un électron de spin alpha ou un électron de spin bêta. Il faut savoir qu'il existe un principe qui est toujours le principe de Pauli, et que le principe de Pauli précise que les deux électrons qui appartiennent à la même orbitale atomique ne peuvent pas avoir le même spin. Ils ne peuvent pas avoir le même spin. Donc le schéma précédent que je vous remonte, donc le schéma précédent où on avait mis, je vous le rappelle, deux électrons dans la 1s, deux électrons dans la 2s, deux électrons dans chacune des trois orbitales de la sous-couche 2p et un électron dans la 3s. Ce schéma-là, on va remplacer les petits points rouges par des flèches. Donc deux électrons dans la 1s, mais avec un spin différent. Deux électrons dans la 2s avec un spin différent. Et dans chacune des orbitales 2p, deux électrons également avec un spin différent. Quand est l'électron 3s, vous pouvez mettre une flèche si vous voulez. Souvent, on se contente de mettre un trait, puisque lorsque l'électron est tout seul dans son orbitale, donc on dit là qu'on a un électron célibataire, il peut aussi bien, puisqu'il est tout seul, que rien ne lui impose d'avoir un spin particulier, il peut aussi bien être de spin alpha que de spin bêta. Si vous indiquez une flèche, ça n'est pas très grave, peu importe, mais ne soyez pas surpris, c'est pas un oubli si on ne met pas de pointe de flèche lorsqu'on a un électron célibataire. C'est juste pour rappeler que son spin peut être quelconque, aussi bien alpha que bêta. Donc tout ça semble très très complexe. Est-ce qu'il faut retenir tout ça par cœur? Puisque si je reprends l'un des tableaux, si je reviens en arrière, si on reprend l'un des tableaux, ici, on a beaucoup griffonné, on a remplacé la nomenclature KLMN par la notion de sous-couche et d'orbital atomique de type 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Faut-il se retenir ça par cœur? Alors en fait, il y a une systématique, encore une fois. Il faut retenir un certain nombre de choses, mais on peut retrouver ce genre de choses. Donc ce qui est sûr, c'est que tout d'abord, dans un niveau enseignement supérieur, on va oublier la nomenclature KLMN. Il est tout à fait proscrit de la réutiliser. On va également, enfin je reparlerai du modèle planétaire plus tard, que je vais mettre un peu entre parenthèses, parce qu'il nous a bien aidé pour visualiser ce que c'est qu'une couche et une sous-couche, mais c'est pas ce qu'on peut faire de mieux en tant que description de la structure électronique des atomes. En revanche, ce qui est très important de retenir, c'est le diagramme énergétique d'orbital atomique, le diagramme d'Oa. Ça, c'est une notion absolument cruciale. Quant à toute cette série d'orbitales,
savoir qu'il y a 1s, 2s, 2p, 3s, etc., jusqu'à 4f et même au-delà, on peut rationaliser tout ça par les nombres quantiques, des nombres quantiques que vous avez vus ou que je vous encourage à aller travailler, qui sont les nombres quantiques n, l, ml, s et ms. N étant le nombre quantique principal, petit l ce qu'on appelle le nombre quantique secondaire ou angulaire ou orbital, ml c'est le nombre magnétique angulaire, s c'est le spin et ms c'est le nombre quantique magnétique de spin qui est associé au modèle de la toupie, au modèle de l'électron qui tourne sur lui-même. On a également, pour nous aider à remplir les sous-couches par les électrons, une règle qui est la règle de Madelung-Kleshkovsky, et il y a des moyens mnémotechniques pour retenir l'ordre de remplissage des sous-couches. On a également parlé du principe d'exclusion de Pauli, dans sa formulation un petit peu plus simpliste, qui est qu'une orbitale atomique ne peut pas accueillir plus de 2 électrons, et que ces 2 électrons doivent différer par leur spin. Il existe une formulation du principe d'exclusion de Pauli qui est liée au nombre quantique n, l, ml et ms. Et on appliquera également une autre règle dont je n'ai pas parlé ici parce que ça ne s'y prêtait pas. L'exemple du sodium ne s'y prête pas, c'est la règle de Hund. C'est que faire, comment les électrons occupent-ils une sous-couche lorsqu'elle n'est pas remplie, lorsqu'elle n'est pas totalement remplie. Donc pour l'électron 3s, par exemple ici, il n'y a pas d'ambiguïté. L'électron 3s, il est tout seul dans son orbitale. Mais si par exemple on avait une orbitale 2p qui ne possédait que 3 électrons, comment ces électrons se répartissent-ils dans les orbitales, au sein de la sous-couche 2p? C'est la règle de Hund qui le précise. Le modèle planétaire. Si je regarde par exemple le modèle planétaire de l'atome d'hydrogène. Ce modèle planétaire, dans une autre séquence vidéo, il vous est expliqué que ce modèle planétaire est lui aussi dépassé. Et il est dépassé au profit de ce qu'on appelle le nuage d'électrons, le nuage électronique, qu'on peut aussi, qui correspond en fait à ce qu'on appelle la probabilité de présence d'un électron dans l'espace. Donc là aussi, au niveau enseignement supérieur, on abandonne assez vite ce modèle planétaire au profit du modèle des orbitales atomiques, de la représentation en 3 dimensions d'une orbitale atomique. Par exemple, une orbitale S, telle que représentée ici, sa représentation, c'est une sphère centrée sur le noyau. Donc, pour conclure, il y a un certain nombre, concernant la structure électronique des atomes, il y a un certain nombre de connaissances et de compétences auxquelles on ne peut pas échapper. C'est la notion de quantification de l'énergie électronique, c'est la notion d'orbital et de nombre quantique, et c'est toutes les propriétés liées à la quantification et à la description orbitalaire. Donc il faut dépasser les modèles simples vus au lycée pour s'approprier ces notions nouvelles qui peuvent sembler un petit peu complexes, mais qui, aussi bien en chimie qu'en physique, et en particulier en physique atomique et moléculaire, jouent un rôle très très important, et ce sont donc des notions dont on ne peut pas faire abstraction.